Alors, bonjour à tous. Si vous pouvez me faire un petit signe en levant la main pour me dire si vous m'entendez bien. Alors, je vois qu'il y a déjà Cécile, il y a Jeff qu'on me veille, voilà, Cornelia, Amélie, Myriam, Caroline, Amélie. Ah non, alors, voilà, j'ai déjà quelques petites mains pour me dire qu'on m'entend. Alors, c'est une grande première pour moi de faire un webinaire. Autant j'ai l'habitude des conférences en présentiel, autant aujourd'hui, c'est une grande première. Donc, j'espère que la technique ne nous fera pas défaut. Alors, Amélie, Karine, Christine, est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez faire un petit signe de la main. Karine m'entend, Amélie aussi, Christine aussi. Ok. Bon, bah, il y a déjà beaucoup de monde qui sont là et les autres, eh bien, je les laisserai rentrer automatiquement. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire sur 9 recommandations. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais fait 9 et pas 7 pour perdre du poids à long terme. Alors, en sous-titre, j'avais mis les dangers des régimes où l'on se prive, dont j'ai déjà parlé dans une newsletter, mais j'en redirai un petit mot ce soir. Ah, ça y est, ça commence. Il y a mon PowerPoint qui ne... J'arrive pas à passer à l'image suivante. Comment ça se fait? Bon. Les petites choses stressantes de la technologie. Comment ça se fait que je n'arrive pas? Normalement, vous devez voir mon écran puisque je me vois en petit. Mais je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante avec mes petites flèches comme prévu. Le slide et puis la flèche vers le droite. Slide? Slide sur quoi? Ah bah, la dia. Attention, parce que ma mère... Cliquez au milieu de la dia et puis... Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Merci. Mon webmaster est là pour m'aider. Alors, votre rêve à vous tous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est de trouver votre poids idéal, c'est de l'adopter et de l'intégrer et d'intégrer un nouveau mode alimentaire sain et goûteux, parce que j'accorde beaucoup d'importance au plaisir. Avoir son poids idéal et puis se punir à table, c'est pas une bonne idée. Prendre du plaisir à préparer vos repas et être bien organisé dans votre cuisine, c'est aussi un point auquel j'apporte de l'importance. Préparer son repas devrait devenir une joie, sinon c'est une corvée au quotidien et ce n'est pas du tout le but. Et ce qui est très important pour moi aussi, c'est maintenir votre poids idéal sans être continuellement dans l'effort. Donc ça, c'est très important. Tant que les personnes rentrent au cabinet en me disant « Ah, mais Framboise, j'ai fait un effort. Oui, oui, j'ai fait un effort pendant ces dernières semaines. » Je me dis « Oups, on n'y est pas encore arrivé. » Parce qu'une fois qu'on a vraiment intégré, on n'est plus dans l'effort. On est dans une nouvelle habitude qu'on a mis en place et qui nous convient. Alors, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Framboise Delaude, je suis à la fois thérapeute, coach de vie et nutritionniste. Et comme vous, j'ai eu ce même rêve. Moi, j'étais une grande dépendante des sucres. Et à un moment donné, j'ai fini par consulter parce que je ne m'en sortais pas du tout et que j'avais des gros problèmes d'hypoglycémie et d'irritabilité qui s'en suivaient. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de me faire aider, en fait. Pardon. Et donc, ici, moi, j'ai développé des compétences aussi bien au niveau émotionnel, donc en psychothérapie,
que dans un coaching de vie. Donc, c'est d'aider à donner des conseils plus pratico-pratiques dans une vie, comment s'organiser dans sa vie. Et nutritionniste, j'ai repris des études de nutrition vers 39 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ça fait déjà un bon petit paquet d'années. Alors, dans les premières recommandations que je vous partage ce soir, la première, ce sera d'identifier pourquoi vous mangez. Alors, très souvent, quand on est dépendant de l'alimentation, on l'utilise pour se chouchouter. J'ai mis un joli petit nounours sur la photo. Pour compenser un mal-être, pour remplir un vide existentiel, pour calmer vos angoisses, pour calmer votre sentiment de solitude, pour chasser votre tristesse. Moi, je pourrais dire que j'ai mangé du sucre et j'étais accro au sucre pour à peu près toutes ces raisons, je pense. Et donc, on appelle ça une faim psychologique et non pas une faim physiologique. Et déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Le reconnaître et l'admettre, c'est encore un autre pas. Et puis, s'en rendre compte sur le moment même, au moment où on va vers la nourriture, c'est vraiment le moment crucial où je vais vous inviter à vraiment prendre conscience que ce moment-là, on passe dans la bascule et dans la dépendance et dans un geste presque compulsif, pour certains en tout cas, de manger alors qu'au fond, on n'a pas de faim physiologique. Et si on peut identifier ce moment de bascule où on se dit je vais prendre un morceau de chocolat en plus, ou je vais prendre un bout de pizza en plus, ou je vais, si on peut identifier ce moment de bascule, on va pouvoir petit à petit être dans la conscience, manger en pleine conscience, et donc pouvoir faire un choix. Alors, la deuxième recommandation, c'est comprendre pourquoi on mange. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous faire comprendre que le surpoids n'est pas le symptôme. Donc, beaucoup de gens qui viennent en consultation se rendent compte à un moment donné que quand ils viennent, ils ne parlent plus de leur poids. En fait, ils se sont rendus compte que le poids n'était pas la problématique sur laquelle travailler, que le poids, vous allez le perdre au fur et à mesure qu'on travaille sur la source du problème. Donc, le surpoids n'est pas le problème, il est juste le symptôme. Et manger, c'est une stratégie que vous avez mise en place pour ne pas ressentir le symptôme, pour ne pas ressentir le mal-être, pour ne pas ressentir l'angoisse, pour ne pas ressentir le vide. Alors on mange, on se remplit, on s'occupe la bouche, on s'occupe les mains, mais malheureusement, manger a des effets néfastes sur notre santé. Il peut nous faire prendre du poids, il peut créer des troubles de la digestion, il peut vraiment créer des hypoglycémies réactionnelles. Donc malheureusement, la stratégie que vous avez choisie, elle n'est pas idéale, puisqu'elle a des effets néfastes. Donc l'objectif, ça va être de prendre soin de votre mal-être, donc de la source du problème, et de trouver une ou plusieurs nouvelles stratégies pour prendre soin de vous dans les moments difficiles, mais des stratégies qui n'ont pas d'effet pervers, qui n'ont pas d'effet néfaste. Alors, la troisième recommandation, c'est penser en termes de part de vous. Donc, je vais vraiment dire un grand stop à « je suis nul »,« je manque de courage »,« je n'ai aucune volonté ». C'est vraiment quelque chose dont j'insiste beaucoup ici au cabinet aussi. C'est des non, 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 c'est un chemin, il prend un certain temps à s'accomplir, ce chemin, et j'insiste beaucoup sur la bienveillance, j'en parlerai encore plus tard, et du coup, il y a une part de vous peut-être qui se sent nul, ok, mais en tout cas, il y a une part de vous qui, comme par exemple pour ce soir, vous êtes là. Donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a une part de vous qui croit à ce processus, il y a une part de vous qui a réellement envie, et puis il y a une part de vous qui peut se sentir en difficulté et qui va pas pouvoir, qui va prendre le dessus dans les moments difficiles et qui va pas vous permettre de gérer correctement votre alimentation. Mais c'est seulement une part de vous, ça fait pas de vous quelqu'un de nul.
Et ça ne veut pas dire que vous manquez de courage ni de volonté. Ce n'est pas une question de volonté. Quand on est devenu dépendant de l'alimentation, quand on a utilisé l'alimentation pour d'autres fins que pour une fin physiologique, on est dans une forme de dépendance à l'alimentation. Et donc, ce n'est pas une question de volonté. Quelque chose qui va se mettre en place. Donc, les objectifs, ça va être d'identifier la part de vous qui craque. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me dit de moi, cette part-là? Au moment, si j'identifie le moment où je vais basculer, est-ce que je bascule dans l'alimentation et je vais essayer d'identifier voilà, la source du problème, pourquoi je craque et quelle est la part de moi, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette part-là. Identifier les parts de vous qui sont ici et donc bien motivées de faire évoluer la situation. Et donc, c'est une part de vous qui y croit, qui a envie de trouver des solutions. Et cette part-là, il faut en prendre soin et il faut pouvoir s'y connecter aussi. Et alors, prenez soin de vous avec bienveillance, prendre soin avec bienveillance, pardon, de la part de vous qui est en difficulté. Pas la condamner, pas la juger, pas mal la traiter, c'est vraiment simplement accueillir cette part-là en se disant, ben oui, effectivement, cet événement-là est un peu difficile pour moi à gérer et donc j'ai compensé par la nourriture. Ok, je vais apprendre par prendre soin de mes parts qui sont en difficulté autrement, mais pour l'instant, j'en suis encore là. Alors, j'aime bien faire aussi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est vraiment l'être, qui je suis. Si je craque, je suis toujours la même belle personne. Mes valeurs, elles n'ont pas changé. Donc, c'est vraiment important que vous vous disiez les moments, parce que même dans un processus où on se met en chemin pour avoir une relation à l'alimentation beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine, ben, il va y avoir des petits moments de craquage, des petits dérapages, et c'est OK. Et puis même si c'est un grand dérapage, c'est aussi OK, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. La confiance en soi, c'est plutôt dans le faire. Donc, c'est plutôt mes zones de compétence et mes zones d'incompétence. Moi, par exemple, je n'ai aucun sens de l'orientation et je suis très contente de ne pas du tout en avoir confiance en moi à ce niveau-là. Et c'est bien que je le sache parce que du coup, soit je m'entoure de personnes qui ont un sens d'orientation pour faire une balade ou je prends un GPS qui fonctionne bien. En tout cas, je m'assure d'arriver à bon port. Donc, c'est vraiment une zone de compétence, d'incompétence. Les compétences, les incompétences, ça peut se développer ou ça peut se compenser, comme pour moi, pour mon problème d'orientation. Donc, si je craque, ça m'informe que je ne peux pas encore faire tout à fait confiance à ma relation à l'alimentation, là, aujourd'hui. Ça veut dire que je dois continuer sur mon chemin, continuer à évoluer dans le bon sens et me rendre compte que je suis encore au travail. Alors, la 4e recommandation, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Hein. C'est un peu ce que je disais juste avant. Attention, jugement, le pendant, c'est la bienveillance. Culpabilité, c'est la compassion. Hein. Surtout ne pas se juger. Et ne surtout pas se juger en grand je suis nul. Mais le jugement n'a pas de raison d'être. La bienveillance va vous amener plus facilement à votre objectif, une relation sereine à l'alimentation et donc un poids idéal. Le jugement s'y vient parce que c'est difficile de s'en débarrasser très rapidement en fait. On a l'habitude d'être jugé par notre société. On a été jugé dès notre petite enfance avec des bulletins, avec des points. Donc c'est un réflexe de se juger. Mais ce qu'on peut faire, c'est que quand on sent que le jugement vient, on le laisse passer. On le laisse passer et on cherche comment je pourrais être bienveillante à mon égard. Et la culpabilité, c'est la même chose. Si j'ai fait un écart par rapport aux objectifs que je m'étais fixés,
ben, je vais avoir de la compassion et peut-être identifier ce qui m'a amené à ne pas respecter mes objectifs, ce qui fait que je n'y suis pas arrivée. Mais la culpabilité, ça va juste nous enfoncer, ça ne va absolument pas nous permettre de continuer le chemin. Donc la compassion, par contre, c'est de nouveau, comme j'en parlais juste avant, c'est accueillir avec bienveillance ce qui s'est passé là juste maintenant. Et je sais que c'est pas facile. Souvent, les gens arrivent en consultation en me disant combien de fois je vais encore faire des écarts, ou combien de fois je vais encore, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais merder, c'est le mot qu'ils utilisent, avant de comprendre. Parce qu'effectivement, une fois qu'on commence à mettre en place de nouveaux modes alimentaires, quand on fait des écarts, on les paye cher souvent. On se sent mal, on a mal au ventre, hormis la question du poids. Il y a aussi une question de digestion. Quand le corps s'habitue à manger correctement, il n'est plus du tout habitué aux excès et aux écarts. Donc, très souvent, quand on en fait, ben, on le paye cher, entre guillemets, par un mal-être qu'on ressent. Donc, on a un double mal-être, on n'a pas respecté son objectif. Et puis, physiologiquement, on ne se sent pas bien dans son corps. Mais voilà, la seule bonne solution, c'est accueillir ça avec bienveillance et compassion. Je ne vous dis pas pour autant « Ah, mais j'ai toujours de la compassion, donc finalement, je ne fais que des écarts, mais Framboise a dit qu'il fallait avoir de la compassion, donc je suis bienveillant et plein de compassion à mon égard. » Non, évidemment, il faut garder son objectif en tête, se faire aider si c'est difficile d'y arriver tout seul, mais en tout cas, voilà. Hein, si on commence à avoir plus d'écart que de jours où on est dans les objectifs, où on respecte les objectifs qu'on s'est fixés, à ce moment-là, il faut se poser des questions, ou bien les objectifs n'étaient pas bien définis, parce que je me rends compte que les objectifs, c'est changer d'état d'esprit, donc être dans la bienveillance et la compassion, accepter là où on en est, accueillir avec compassion, mais l'objectif aussi, il faut qu'il soit bien défini, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer quelque chose qui est trop drastique, et c'est là où j'en viens je fais un lien avec les régimes drastiques comme Weight Watcher ou tous les régimes où on prive de beaucoup de choses, ou les régimes hyperprotéinés où on se prive de tout et dans certains c'est carrément des sachets, ce ne sont même plus des aliments. Ça, c'est pas une bonne idée du tout. Il faut vraiment évoluer étape par étape. Et très souvent, et vous allez le voir dans ce webinaire, j'insiste plus sur les aspects émotionnels parce que mettre en place de bonnes habitudes alimentaires est relativement facile une fois que, émotionnellement, on peut gérer ses émotions autrement qu'avec de l'alimentation. Donc, quand on a dépassé cette étape-là, ben, mettre en place de bonnes habitudes alimentaires, ce n'est pas si compliqué. Les règles de l'alimentation vitalisante et saine sont relativement simples, pleines de bon sens, et donc ça n'est pas tellement difficile à acquérir. La vraie difficulté, c'est de gérer émotionnellement, c'est-à-dire, j'ai une petite difficulté, je n'ouvre pas le frigo. J'avais une patiente qui me disait encore l'autre jour qu'elle ouvrait le frigo une quinzaine de fois par jour. Une quinzaine de fois par jour, elle s'obligeait en regardant les choses à refermer le frigo. C'est une étape. Une étape, ça va être de ne plus devoir ouvrir le frigo. Et c'est intéressant parce qu'elle a eu le Covid et donc elle a dû rester isolée dans sa chambre. Et puis elle est arrivée à la séance suivante en me disant « Ah ben c'est fini, je ne vais plus ouvrir 15 fois par jour le frigo parce que comme j'ai été confinée dans ma chambre pendant 2 semaines, j'ai perdu cette habitude-là. Je recevais juste une assiette derrière ma porte. Je pouvais juste ouvrir la porte et manger ce qu'il y avait dans mon assiette. » Et donc, merci au Covid pour elle, puisque ça lui a permis de se débarrasser d'une habitude qui était vraiment difficile, parce qu'évidemment, chaque fois que le frigo était ouvert, c'était une lutte pour elle de ne pas se servir. Alors, une cinquième recommandation, c'est prendre du plaisir.
Pour moi, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, la plupart des gens viennent avec des grosses croyances comme « mes goûts ne changeront jamais ». L'alimentation saine ne me goûtera jamais autant qu'un bon hamburger goulinant en sauce. Changer mes habitudes, c'est trop dur. Et il y en a toute une série comme ça de croyances. Il est important de les identifier dès le début du travail parce qu'elles sont complètement bloquantes, évidemment. Si on pense que ce qu'on va manger est une vraie punition et qu'on va souffrir de se priver de certaines choses, ou en tout cas à certains moments de la journée, comme par exemple, je ne recommande jamais le sucre le matin, mais bien les petits déjeuners protéinés. Ceux qui me connaissent vont sourire, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Bien commencer sa journée avec un petit déjeuner protéiné et pas de sucre rapide le matin. Donc ça, c'est déjà une règle de base et c'est une première que j'essaie d'installer. Et donc, si vous pensez que vous privez d'un petit déjeuner sucré, ça va être une souffrance épouvantable, que vous n'y arriverez jamais, il faut déjà travailler cette grosse croyance. Parce que, voilà, moi je vais vous dire, ça m'a pris 1 an et demi pour arriver à manger salé le matin. Et au début, je mangeais alors l'œuf à la coque avec le pain complet, ça posait pas de problème, et quelque chose de salé en plus de l'œuf à la coque, que ça soit du fromage ou une petite mousse de lentilles, une petite mousse de pois chiches, ça allait, mais j'avais quand même besoin de la tartine sucrée après. Et puis c'était 3/4 de tartine sucrée, et puis ça a été une demi-tartine sucrée, et puis c'était 1/4 de tartine sucrée. Et puis je suis passée à la crème d'amande, crème de noisette, parce que ça, c'était pas sucré, mais ça me donnait quand même une petite saveur, jusqu'au moment où j'ai vraiment lâché cette saveur sucrée au petit déjeuner. Et donc, donnez-vous le temps de changer des habitudes. Mais c'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui, parce que c'est nouveau aujourd'hui, que ce sera un effort tout au long de votre vie. Pour moi, c'est plus du tout un effort. On m'offre un croissant le matin, ça ne me fait pas spécialement plaisir. Je préférerais même le mettre de côté et attendre le goûter pour le manger. Donc, le plaisir, pour moi, est un ingrédient essentiel. Donc, tout ce qui est un effort va devoir être transformé en plaisir. Et ça peut prendre du temps. Et c'est OK si ça prend du temps. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant de perdre du poids petit à petit. On dit toujours 1 à 2 kilos par mois maximum. Et de les perdre sur la longueur, dans le temps, et s'habituer à un nouveau mode alimentaire au fur et à mesure aussi, que de faire un régime drastique, de perdre 15 kilos en 3 mois, et puis ne pas avoir mis de nouvelles habitudes alimentaires et du coup recommencer à reprendre les habitudes qu'on avait avant, puisqu'on s'est beaucoup privé, et du coup le poids va se réinstaller et tout le monde sait qu'après un régime, on a tendance à reprendre petit à petit tous les kilos qu'on a perdus, voire plus de kilos qu'on a perdus. Donc, donnez-vous le temps de perdre votre poids. Je sais qu'en général, quand on a décidé, alors on a envie, et comme on est tenu et qu'on s'est fixé un objectif et qu'on a un ego et tout ça, donc on arrive à tenir le temps du régime. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui, après le régime, ont repris. Donc, je leur fais un petit clin d'œil et j'espère qu'elles m'écoutent attentivement pour vraiment faire ce choix de le perdre sur le long terme en prenant de nouvelles habitudes dans lesquelles il y a du plaisir. Manger ne peut pas être une punition. Et je vous promets que les goûts évoluent. Encore dernièrement, je vais faire une petite préparation avec des algues. J'étais avec un ami qui me dit « Oh, les algues, non, mais ça, non, ça, vraiment, non, ça, les algues, j'aime pas du tout. » Et puis après, il m'a dit « Non, mais au fond, finalement, je suis ouvert à la découverte. » Et comme voilà, j'entendais qu'il n'était pas habitué aux algues et que les premières expériences n'avaient pas été très bonnes, eh bien, j'ai choisi de les mélanger dans un yaourt et de bien épicer tout ça. Et puis finalement, il a adoré et le pot a été très vite terminé par les différents convives qui étaient là. Donc, oui, les goûts évoluent et oui, ouvrons-nous à différentes. Alors, pas tout le même jour, hein, je ne vous demande pas de manger des algues au petit déjeuner ou du maquereau au petit déjeuner
dès demain matin, mais un œuf à la coque demain matin, et peut-être que dans un mois, une petite tapenade d'algues, ou peut-être dans 2 mois, ou peut-être dans 3 mois. Ce n'est pas important quand. Ce qui est important, c'est d'avoir envie d'introduire ça dans votre alimentation parce que c'est excellent pour l'organisme et que ça va vous permettre d'atteindre votre poids idéal et de le maintenir sur le long terme. Parce que c'est ça l'objectif, c'est vraiment le maintenir sur le long terme. Et donc pour ça, il faut avoir changé ses habitudes. Il n'y a rien à faire. Si vous reprenez vos anciennes habitudes, vous allez reprendre le poids que vous avez perdu. Alors, la 6e recommandation, c'est comprendre le processus de satiété. Donc, d'abord, une chose, quand on mange, on se pose. On ne mange pas devant l'ordinateur à midi, on ne mange pas devant les informations le soir. On mange parce que le cerveau est aux commandes. Donc, si vous regardez la télévision en mangeant, par exemple, eh bien, le corps, le cerveau va envoyer des signaux pour s'adapter d'abord au monde extérieur, donc ce qui passe à la télévision, et franchement, les infos, c'est pas toujours sympa, donc ça va générer des hormones de stress, et même si vous regardez quelque chose de plutôt sympa, ça va quand même générer des hormones alors de bonne humeur, de joie. Mais de toute façon, le corps va s'adapter à ce qui se passe à l'environnement extérieur. Donc l'environnement extérieur, il doit être le plus calme possible quand on mange, ou bien un fond de musique, parce que le cerveau va décoder tout ce qui va rentrer dans l'organisme et il va, au bout de 20 minutes, et seulement au bout de 20 minutes, envoyer les premiers signaux de satiété. C'est-à-dire que comme quand on mange beaucoup trop vite, on a fini son assiette au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'on a envie? Se resservir. Parce que le cerveau n'a pas pu encore envoyer d'informations comme quoi il a reçu assez. Donc déjà, un petit truc, c'est regarder l'horloge quand vous commencez à manger, calculer 20 minutes, même si vous n'avez pas réussi à manger lentement et à vraiment mâcher longuement, c'est pas dramatique, mais ne vous resservez pas avant 20 minutes. Si au bout de 20 minutes, vous avez encore envie de vous resservir, à ce moment-là, vous pouvez vous dire bon, est-ce que j'ai faim parce que je trouvais ça délicieux et parce que j'ai envie de manger plus, c'est parce que je me sens un petit peu frustrée, ou est-ce que j'ai réellement une faim physiologique parce que ce que j'ai mangé, c'était pas assez? Donc voilà, ça c'est vraiment un petit truc qui marche très très bien, c'est regarder l'heure avant de commencer à manger. Et alors mâcher longuement. Plus vous mâchez, plus vous découpez les aliments en nutriments. Les nutriments, ce sont vraiment les unités de base qui vont traverser la membrane de l'intestin, monter vers le foie et puis être distribués aux cellules. Donc si nous mangeons, c'est pour donner à notre corps ce dont il a besoin. Et c'est seulement pour ça, pour bien faire. Et donc tout ce décodage, plus lentement vous mangez, plus le décodage sera précis, plus les signaux de satiété seront clairement envoyés par le cerveau. Alors, j'ai mis une petite poubelle bien remplie là sur le PowerPoint parce que j'insiste de dire que votre estomac n'est pas une poubelle. Combien de fois les gens, oui mais comme ça on ne va pas jeter. Mais même un tout petit reste, vous pouvez le mettre dans une petite boîte et si c'est un petit reste de sauce, il ira sur autre chose, un petit reste de mousse, il ira sur autre chose. Mais voilà, même un tout petit reste, ça peut être intéressant. Et si au pire, vous partez en vacances le lendemain, vous ne savez pas quoi en faire, mais votre corps n'est pas une poubelle. Alors une poubelle, c'est une poubelle. C'est pour mettre ce dont on n'a pas besoin, ce dont on n'a plus besoin. Et même si on n'aime pas jeter les aliments, les jeter dans son corps alors que le corps n'en a pas besoin, c'est avoir plus de respect pour la poubelle que pour son propre corps. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez garder des petits restes et ça peut toujours garnir une jolie assiette le lendemain en mettant tous les petits restes dessus. Mais surtout, 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 ne pas avoir le réflexe de terminer. On ne termine pas un plat et on ne doit même pas terminer son assiette.
ça n'a pas de sens de se forcer à terminer son assiette. Si je n'ai plus faim, si je n'ai plus envie, et que je m'en rends compte, et que les 20 minutes sont passées, que c'est très, très clair, je peux m'arrêter et garder les petits restes pour le lendemain. 7e recommandation, mais choisissez des aliments riches en nutriments, c'est-à-dire que, en fait, notre tube digestif, c'est comme un énorme sac dans notre corps. Tout ce qui est dans l'estomac et jusque dans les intestins, ce n'est pas dans notre corps. On appelle ça le non-moi. Et c'est seulement une fois que c'est découpé par ce tube digestif en nutriments, les nutriments sont les unités de base, que les nutriments vont traverser la membrane de l'intestin pour rejoindre le foie, comme je le disais plus tôt. Le foie détoxifie et renvoie ce que nous allons garder dans les cellules pour que les cellules puissent faire leur travail. Donc en fait, ce qui est très amusant de se dire, c'est que nous ne sommes qu'un ensemble de protéines, de lipides et de glucides. Au fond, ça fait des êtres humains très différents, mais nous sommes ce que nous mangeons, et nous sommes juste ces 3 macromolécules qui sont animées et gérées par un ensemble de vitamines, enzymes qui permettent les réactions chimiques et minéraux. Mais voilà, nous ne sommes rien de plus que ça. Tout ça fait des corps qui fonctionnent et qui sont vraiment très performants. Donc, l'idée, ça va être de privilégier la qualité sur la quantité. Je mange moins, mais mieux. Mais je vous promets que vous mangez un bon pain de seigle, vous pouvez manger la moitié de la tartine de pain blanc, si pas un tiers de la tartine de pain blanc que vous aviez l'habitude de manger. Donc, si vous mangez des pâtes complètes, moi, je mange 50 grammes de pâtes, alors que du temps où je mangeais des pâtes, et que je mangeais plus, évidemment, et que je mangeais des pâtes blanches, je mangeais une boîte de 250 grammes à 2, qui faisait une grosse assiette de pâtes avec un peu de garniture. Maintenant, je dis toujours que je mange des légumes aux pâtes, c'est-à-dire que je mets un tout petit peu de pâtes et beaucoup de légumes. Donc, stop aux aliments industriels trop sucrés et trop gras. Sachez que dans les aliments industriels, s'ils sont allégés en sucre, c'est qu'ils ont rajouté des graisses. S'ils sont allégés en gras, c'est qu'ils ont rajouté des sucres. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours là parce que le sucre est un conservateur et le gras va donner une consistance aux aliments. Imaginez un Philadelphia Light qui se tartine si bien et qui forme une couche. Alors, si le lait était écrémé, un lait écrémé n'a plus de crème dedans, donc ça ne peut pas être crémeux. Donc, on a rajouté quelque chose pour rendre ça crémeux. Et tout ce qu'on rajoute qui n'est pas digeste par le corps, d'ailleurs, dans les Philadelphia, dans les fromages à tartiner, ce qu'ils rajoutent, c'est du cartilage d'animaux. Et ça va donner de la texture. C'est pas très sympathique, mais j'aime autant que vous le sachiez, comme ça vous donnera pas envie d'en manger. Il vaut mieux prendre un petit chèvre qui est affiné dans une cave et de le tartiner qu'un fromage recomposé de façon industrielle, dans lequel on a pu rajouter plein de choses. Stop aux aliments arrosés de pesticides, fongicides, herbicides, tous les cides, parce que ça va complètement encrasser votre foie. Et le foie, c'est quand même la grosse usine de détox. Et donc, on a déjà beaucoup de pollutions sur lesquelles on ne peut pas agir, toutes les pollutions ambiantes, les pollutions, on dit toujours que dans l'intérieur d'une maison, il y a encore plus de pollution qu'à l'extérieur. Bon, il y a beaucoup sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, ce sur quoi on peut agir, ben, soyons malins et prenons plutôt des aliments bio qui n'ont pas reçu tout cet arrosage de produits phytosanitaires. Et alors, limitons le café et l'alcool. Alors, ce n'est pas interdit. Moi, je dis toujours que dans une perte de poids, on peut avoir 2 repas par semaine où on se fait plaisir avec de l'alcool, ou le café, on peut prendre un café
idéalement plutôt l'après-midi, juste après le repas du midi, c'est mieux que le café du matin. Mais voilà, je conseille souvent de ne pas avoir de bonne machine à café à la maison, comme ça ne donne pas envie, et de garder plutôt l'habitude de boire du café quand on va dans un café où vous savez qu'il est excellent, et alors vous vous faites vraiment plaisir. Mais voilà. Et alors, au bureau, boire des cafés dans des percolateurs comme ça qui restent au chaud, ce ne sont pas des bons cafés. Alors, essayons plutôt de rester au thé ou à l'eau, mais en tout cas pas au café. Donc, le résumé de cette recommandation-ci, c'est vraiment privilégier la qualité de vos aliments et vous pourrez facilement diminuer la quantité. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a toujours une part de gourmandise et moi-même, si je prends de la qualité, je vais quand même manger trop. Mais vous allez voir qu'en mangeant des aliments de qualité, votre cerveau va vous permettre de retrouver le sentiment de satiété. Et une fois que le sentiment de satiété est de nouveau perceptible, que vous pouvez clairement l'identifier, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des choix et vous allez devoir gérer entre les parts de vous, celle qui a très envie et celle qui a très envie d'atteindre l'objectif. Et effectivement, parfois on se balade d'une part à l'autre, mais voilà, ça va permettre d'être dans le choix, en tout cas plus facilement dans le choix, parce que le seuil de satiété va nous donner un signal clair. Alors, la 8e recommandation, c'est buvez de l'eau. Alors, pourquoi de l'eau plutôt que de faire un thermos de tisane ou de thé? Mais parce que dès que vous mettez quelque chose dans l'eau, votre cerveau va recevoir l'information qu'un aliment entre, que ce soit une tranche de citron, une tranche de concombre en été, une tranche, des petites feuilles de menthe, une tranche d'orange ou quoi. C'est très joli dans une carafe, ça peut parfumer légèrement votre eau, mais ce n'est pas le but. L'eau, elle se digère pas par le tube digestif, elle s'absorbe à tous les niveaux du corps. Donc, si on met quelque chose, la moindre information dans de l'eau, on va déclencher le système immunitaire, le système digestif. Et l'idée de boire de l'eau, comme on doit boire l'eau en dehors des repas, puisque notre corps est quand même principalement fait d'eau et qu'il faut régénérer cette eau, donc on boit de l'eau, mais comme on la boit entre les repas, si on commence à boire de l'eau parfumée, l'industrie alimentaire a créé plein d'eau parfumée. Et c'est malheureusement une très mauvaise idée, mais si on boit de l'eau parfumée, ça veut dire qu'on remet en route son système digestif tout le temps, alors qu'on va boire entre les repas tout au long de la matinée et de l'après-midi jusqu'à environ 18 heures. Après 18 heures, le corps n'a plus réellement besoin de s'hydrater. Et ça permet d'ailleurs de ne pas aller à la toilette la nuit, d'arrêter relativement tôt de boire de l'eau. Alors, privilégier l'eau chaude ou l'eau tempérée, mais en tout cas pas de l'eau froide. Et pourquoi moi je recommande souvent de l'eau chaude ou de l'eau tiède? C'est parce que nos organes à l'intérieur sont à 37 degrés. Donc, quand vous buvez l'eau, ben, l'eau elle va couler le long du tube digestif qui lui est à 37 et votre eau tempérée, elle risque d'être à 19. Donc moi j'ai l'habitude de me faire un thermos d'eau chaude le matin, c'est 3/4 de litre, un l'après-midi, plus les tasses que je bois entre, je suis entre 1,5 litre à 2 litres par jour, ça dépend un petit peu. Mais je recommande quand même un minimum d'1,5 litre. Alors, la dernière recommandation est éviter les grignotages. Le grignotage, c'est un réflexe dans notre société. On est très souvent très occupé, donc on ne prend pas vraiment le temps de s'arrêter à midi pour manger.
Le matin, on grignote avant de partir parce qu'on n'a pas vraiment le temps non plus de se poser avant de partir, parce qu'il faut conduire les enfants à l'école, parce qu'il faut arriver à l'heure au boulot. Donc, il y a 36 000 choses à faire parce qu'il faut partir très très tôt pour éviter les embouteillages. Enfin, il y a X bonnes raisons de juste grignoter le matin, de juste grignoter à midi. Du coup, on va beaucoup grignoter à 4-5 heures ou 6 heures quand on arrive à la maison parce qu'on a vraiment faim à ce moment-là. Donc, éviter les grignotages, un des bons moyens, c'est de ne pas sauter les repas, de faire des vrais repas, de prendre le temps de les manger. Et moi, une chose qui me réussit, c'est de prendre une collation. Donc, soit mon travail me permet de manger que 2 fois par jour, vers 10h30 et vers 3h30, et puis je vais peut-être prendre une petite collation le soir ou juste un bol de soupe. Soit je dois me rythmer aux heures scolaires, par exemple, ou aux heures de bureau, et à ce moment-là, je vais prendre une collation l'après-midi, vers 16-17 heures, pour ne pas avoir trop faim le soir, parce que si je dois attendre entre 13h et 19h, 19h30, il faut essayer de ne pas manger plus tard que ça, c'est trop long. Et alors, on a vraiment, vraiment faim quand on arrive le soir. On commence par un petit verre de vin pour se détendre quand on arrive, et puis on grignote là nos petites choses parce que le repas n'est pas prêt. Et ça, c'est pas la situation évidemment idéale. Et la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant finalement vers 16-17 heures de manger, et c'est le moment où on peut se réserver une petite saveur sucrée, c'est pour produire la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la sérénité et c'est des petites molécules de l'humeur qu'on sécrète à certaines heures de la journée. On en sécrète toute la journée, mais on a des cycles. Et vers 16-17 heures, c'est le moment où on sécrète le plus la sérotonine, donc cette molécule de la sérénité avec laquelle on va fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, j'ai mis une jolie photo avec un bol de petites céréales muesli, noix, noisettes, amandes et des fruits frais. Et vous voyez, il y a aussi des morceaux de chocolat noir. Donc, rien n'empêche de prendre un petit morceau de chocolat noir après le repas de midi et au goûter. Moi, j'essaie de ne pas en prendre plus que 2 par jour et donc je les divise en 2 prises, comme ça me fait plaisir. Et voilà, mais c'est le bon moment en tout cas parce que la sérotonine, elle est glucodépendante. Donc, si mon taux de sucre dans le sang est trop bas vers 16-17 heures, je ne vais pas bien sécréter la sérotonine et donc je n'aurai pas assez de sérotonine pour fabriquer ma mélatonine et pour bien dormir. Donc, surtout, n'hésitez pas à manger. Faites attention par contre aux fruits séchés. Donc, il y a les fruits secs comme on appelle les oléagineux, hein, noix, amandes, noisettes. Mais il y a aussi tous les fruits déshydratés comme une date, des abricots. Et ça, c'est quand même une bombe de sucre. Donc, faites très attention de prendre une ou deux dattes que vous coupez en petits morceaux, que vous mixez dans votre yaourt, mais c'est tout. Ne pas manger un morceau de pomme, une date, un morceau de pomme, une date, comme moi je faisais quand j'étais petite d'ailleurs. À chaque bouchée de pomme, je prenais une date. Et une autre petite, un petit goûter qui est assez sympa aussi, c'est les graines de chia. C'est des toutes petites graines noires qu'on fait tremper alors dans un lait végétal, un lait d'amande, un lait de noisette que vous pouvez faire vous-même. Hein, simplement, vous mixez des amandes avec de l'eau. Alors évidemment, beaucoup de gens vont me dire « Ah, mais ça n'a pas du tout le même goût que ce qu'on achète. » Mais ce que vous achetez, si vous regardez les Tetra Pak de lait d'amande, de lait de noisette, enfin de tous les laits végétaux, il y a toujours du sucre dedans. Toujours. Et c'est souvent un petit peu parfumé de vanille ou quelque chose comme ça. Donc, lisez bien les étiquettes, prenez l'habitude de bien vérifier ce que vous mangez, ce que vous achetez. Et moi, des laits végétaux sans sucre ajouté, eh bien, j'en ai pas encore trouvé. Donc, si vous en trouvez, ça m'intéresse de connaître la marque, mais en général, pour flatter le goût, ils mettent un peu de sucre dedans. Mais après, c'est une question d'habitude. On peut aussi avoir des petites bouteilles d'extrait de vanille, d'extrait d'orange.
Et alors, on peut mettre quelques gouttes pour donner du goût à son yaourt, par exemple, sans pour autant mettre du sucre. La cannelle aussi fait ce même effet, hein, de donner une petite saveur sucrée. Et il existe des mélanges d'épices maintenant qu'on peut acheter tout fait, comme les 4 épices dans lesquelles il y a de la cannelle, de la noix muscade, du poivre noir et parfois la badiane, parfois, ça dépend un petit peu, la 4e épice est variable d'une marque à l'autre, ou un mélange qu'on appelle pain d'épices. Mais donc, il existe différents petits mélanges que vous pouvez mettre, ça va vraiment parfumer votre yaourt ou votre lait végétal que vous mettez alors à tremper dans vos graines de chia, et puis vous mettez les fruits dessus. Voilà, ça c'était donc mes 9 recommandations. Et dans éviter les grignotages, j'insiste aussi, je remets une petite photo ici, hein, si vous craquez, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas toucher l'estime de soi, je suis toujours la même personne, j'ai toujours les mêmes valeurs, donc c'est pas parce que je craque pour un magnifique gâteau que je suis une mauvaise personne, c'est simplement une indication, une information de là où j'en suis dans mon cheminement. Moi, j'adorais les tartes crème caramel du pain quotidien. J'ai habité à 2 pas d'un pain quotidien pendant 7 ans, dramatique. Et donc, je me disais toujours, oui, mais c'était juste aujourd'hui, hein. Puis le lendemain, je sortais le chien. Oui, mais c'est juste aujourd'hui, hein. Demain, j'en prendrai pas. Et puis, et que ce soit les pains au chocolat du pain quotidien ou cette tarte crème caramel, mais maintenant, je trouve ça trop sucré. Donc, je n'ai plus besoin de me priver, en fait, parce que je vais plutôt aimer un gâteau que je fais à la maison et dans lequel il y a beaucoup moins de sucre. Et une bonne façon de vous habituer à vous faire des pâtisseries moins sucrées, c'est en réduisant petit à petit. Donc, vous partez d'une recette de base, vous utilisez plutôt des farines complètes que des farines blanches. Vous pouvez même remplacer une partie de la farine par de la courgette ou du potiron ou du butternut. Et puis, si c'était 250 grammes de sucre comme dans les 4 quarts, par exemple, ben vous commencez à mettre plus que 200. Et puis au gâteau suivant, vous mettrez 180, et puis 150, jusqu'au moment où vous ne mettrez plus que 100 grammes de sucre pour un gâteau et que vous allez trouver ça délicieux. Et croyez-moi, hein, je me dis qu'il y en a peut-être certains qui m'écoutent et qui se disent « Ouh là là, j'en suis loin ». Ok, vous en êtes peut-être loin aujourd'hui, mais ce chemin, c'est possible de le faire. Je l'ai fait avant vous et d'autres personnes l'ont déjà fait aussi. Donc voilà, parfois, il faut juste se faire soutenir pour pouvoir faire le chemin et se donner le temps. Alors justement, voilà, on arrive maintenant à comment concrètement mettre tout ça en place, et peut-être que vous vous dites, mais à vous entendre, ça a l'air si simple, mais moi, comment vais-je y arriver? Vous vous demandez comment y croire, comment trouver la force pour prendre ce chemin. Vous restez bloqué sur l'idée que vous n'y arriverez jamais. Vous vous dites que vous vous sentez prêt, mais que vous auriez besoin de soutien et de conseils personnalisés pour vous y mettre. Ok, vous vous dites peut-être tout ça, mais voilà, je peux vous promettre que la solution que moi j'ai trouvée, c'est de me faire aider. À ce moment-là, je n'ai pas trouvé une personne qui avait la double compétence, donc j'ai travaillé au niveau émotionnel avec un psychothérapeute et au niveau alimentaire avec une nutritionniste, et j'y suis arrivée. Et j'y suis arrivée, et je pense que je ne pourrai jamais revenir en arrière. Ceux qui me connaissent peuvent me croire, c'est vrai que... Et même quand je passe par exemple Place Flagey, les gens me disent « Bon, mais enfin, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas prendre des frites au Place Jourdan ». Moi, je ferme ma fenêtre, je trouve que l'odeur est forte et ça ne me plaît plus beaucoup, en fait, vraiment. Et quand je laisse mes enfants en prendre, parfois je prends une ou deux, mais je n'ai pas réellement de plaisir. Alors, la solution que moi je vous propose, évidemment, c'est, si vous avez l'impression que vous ne pourrez pas y arriver seul, que vous avez besoin d'aide, eh bien, j'ai mis en place des forfaits pour vous accompagner. Et donc, j'ai mis en place 3 forfaits qui sont comme des petites poupées russes. Hein, le forfait découverte, c'est les 3 premiers mois.
Le forfait approfondissement, c'est 12 mois dans lesquels il est compris les 3 premiers mois de découverte. Et puis le forfait intégration, c'est un forfait où le mot l'indique bien, on va aller jusqu'au moment où c'est complètement intégré et que vous sentez que vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Donc la grande différence entre approfondissement et intégration, c'est qu'en 1 an, en général, on a fait un bon chemin, on a pris de bonnes habitudes, on arrive à les suivre une partie du temps, mais il y a encore une difficulté à ce que ça devienne, on n'est pas encore vraiment à l'habitude, on est encore dans « je le fais parce que c'est bon pour moi ». Et moi, j'aime bien accompagner les personnes pour arriver jusqu'au point où on se dit « mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, c'est bon pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi et je ne veux plus me faire de mal ». Donc là, parfois, il faut compter quand même 18 mois. Ça dépend un petit peu d'où on part et quelles sont les difficultés. Alors, les consultations peuvent se faire en présentiel ou par Skype. Et par Skype, pour certaines personnes, pour l'instant, c'est nécessaire, des personnes à risque et des choses comme ça. Sinon, je reçois quand même dans mon cabinet pour l'instant, mais pas les personnes à risque. Alors, ce que vous allez apprendre lors des forfaits, ça va être en fonction de l'accompagnement, de la longueur de votre accompagnement. Vous allez apprendre à gérer l'émotionnel, vous libérer de vos croyances limitantes et vous ouvrir au possible. Ça, dès le forfait découverte, on s'ouvre au possible. C'est vraiment le but du premier petit forfait, c'est s'ouvrir au possible, c'est vraiment laisser tomber les croyances limitantes qui vous empêcheraient d'atteindre cet objectif et d'y croire. On va apprendre à mieux se connaître, identifier vos blessures et en prendre soin, parce que c'est quand les blessures se réactivent que généralement on va manger. C'est parce qu'on se retrouve en difficulté, parce qu'une ancienne blessure s'est réactivée. Et à modifier votre relation à l'alimentation, oui, le but c'est vraiment de trouver des nouvelles stratégies bien-être qui ne vous font pas du mal et d'acquérir un mode alimentaire qui est sain, vitalisant et plaisant, goûteux, vraiment. Donc, voilà, vous allez aller plus ou moins loin dans ces 3 paramètres-là en fonction de la longueur de votre accompagnement. Alors, le premier pas que je vous invite à faire, c'est faire le point ensemble. Donc, avant de vous engager comme ça dans un forfait, je comprends tout à fait que vous ayez besoin de me rencontrer. Ici, vous avez l'occasion de me rencontrer, mais pas personnellement. Je répondrai aux questions juste après. Mais je vous offre aussi la possibilité de suivre une séance de 45 minutes. Elle est offerte, c'est vraiment, voilà, je vous écoute, on fait le point de votre situation, de votre besoin et de voir si c'est juste et bon de travailler ensemble. Et en fonction de ça et de ce que vous aurez pu ressentir et de comment le courant sera passé, vous prendrez votre décision. Donc, c'est vraiment une séance sans engagement. Et donc, vous pouvez suivre le lien, la séance gratuite, et vous y serez ramené à la fin de cet exposé. Oups, je dois arrêter ça. Attendez, maintenant, je vais aller aux questions-réponses. Je vois qu'il y a 2 questions. Alors, super sympa de nous inviter ce soir. Stop aux excès de café et d'alcool. Comment savoir où commence l'excès? Ah oui, voilà une bonne question. Alors moi, je dirais que pour le café, par exemple, l'excès, c'est plus que 2 tasses par jour. Une tasse le matin, une tasse le midi, c'est OK. Une fois qu'on commence à boire 3, 4, 5 tasses par jour, on est dans l'excès. Et le café n'est jamais nécessaire pour l'organisme, on n'en a jamais besoin, il n'est pas spécialement bon. La graine le grain de café, il a été torréfié à haute température, donc ça crée ce qu'on appelle une réaction de Maillard, le sucre et la protéine qui brûlent ensemble, comme toutes les croûtes de ce que nous mangeons. Donc en alimentation saine, une des choses qu'on arrête, c'est de faire tout rissoler.
eh bien, le café, c'est ça, ça fait ressortir les parfums et donc c'est torréfié à haute température. Donc, voilà, le café n'est pas une nécessité si vous l'aimez vraiment bien, s'il vous fait plaisir. Par contre, s'il ne vous fait pas plaisir, essayez de changer d'habitude, hein. Ça n'a pas de sens de continuer à boire du café si on n'aime pas spécialement le café. Et alors pour l'alcool, moi je dirais que si on boit au quotidien systématiquement 1 ou 2 verres, ça peut devenir beaucoup au bout d'une semaine, surtout si vous avez alors en plus lors de sorties, l'occasion de boire un peu plus que les 2 verres, parce qu'il y a un apéritif qui est servi, parce qu'il y a un peu de vin blanc, puis il y aura un peu de vin rouge. Donc les 2 verres tous les jours dans la semaine, plus les sorties, ça devient trop. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est soit on est capable de boire un seul verre le soir et pas un grand verre, parce que ça nous fait plaisir. Je dis le soir parce que souvent à midi, ben, on travaille l'après-midi et donc ça pourrait donner un petit coup de pompe. Et à ce moment-là, voilà, on peut boire plus lors des sorties, soit on se réserve pour ces sorties et on boit deux soirs par semaine. Donc voilà, dites-moi si ça répond à votre question. Et alors une autre question, c'est est-ce mauvais de boire de l'eau pétillante? Alors c'est aussi une excellente question, merci. L'eau pétillante, si elle est naturellement pétillante, c'est OK. Mais je boirai quand même pas ça tout au long de la journée parce que ça fait quand même pas mal de gaz. Mais si ça vous fait plaisir, voilà, d'alterner un peu d'eau naturellement pétillante. Mais si vous prenez une eau gazeuse, donc dans laquelle on a rajouté des gaz pour la rendre encore plus pétillante, eh bien ça va provoquer des gaz. Ça remplit plus, hein, on a plus un sentiment de satiété avec du gaz, on a plus un sentiment de... Donc, voilà, de temps en temps, mais je resterai à l'eau légèrement pétillante. Voilà. Pascal, dites-moi si j'ai bien répondu à votre question. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des personnes qui ont posé des questions dans le chat. Bon. Arrêtez la vidéo, je ne vois pas le chat. Non, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que j'aurais oublié des questions? Voilà, s'il y a encore des questions, vous pouvez les mettre dans... Voilà, je vois que Cécile dit oui, c'est OK. Vous pouvez les mettre dans... Encore rapidement, là maintenant, dans questions-réponses, donc Q et R pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom. Vous cliquez dedans, vous écrivez votre question et j'y réponds. Donc, j'attends un petit peu de voir si il y a encore des questions. Est-ce bon de boire un verre d'eau tiède avec du citron le matin à jeun? Alors, oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent hein, en médecine alternative, de commencer la matinée avec du citron. Moi, j'avoue que je ne le fais pas. Je bois un grand verre d'eau chaude, mais je ne mets pas de citron dedans. J'en ressens pas ni l'envie ni le besoin. Alors, le citron, contrairement aux autres agrumes, il n'est pas acidifiant, mais lors de la digestion, ce qui veut dire que quand il coule dans notre tube digestif, attention si vous avez du brûlant, si vous avez la tendance à l'ulcère ou à des petites érosions dans le tube digestif, surtout ne prenez pas d'une tranche de citron dans votre, ou un jus de citron dans votre eau le matin, parce que ça va vous irriter. Hein, ça reste irritant, ça reste acide. C'est seulement lors de la digestion que ça devient basique et pas chez tout le monde. Donc moi j'ai toujours un petit peu voilà, de crainte par rapport au citron. Mais si vous l'absorbez bien, si ça n'irrite pas du tout votre tube digestif et que vous aimez commencer la journée avec ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vois pas d'inconvénient, mais je ne vois pas de nécessité.
Voilà, si Pascal peut me dire si j'ai bien répondu à la question. Voilà. Alors, quelles sont les heures conseillées pour manger? Alors, ça dépend vraiment de l'activité qu'on a. Comme je le disais plus tôt, ben, si on mange, si on est à des heures, par exemple, disons scolaires, on a des enfants, donc on prend un petit déjeuner avec eux. Ils doivent être en général entre 8h et 8h20 dans les écoles. Donc, il sera en fonction du trajet qu'on a, on va le manger entre 7h moins le quart et 7h. Alors, pour certaines personnes qui n'ont pas du tout faim à ce moment-là, moi je dis, ben, prenez un petit récipient, vous mettez votre pique-nique dedans et vous pouvez alors partir plus tôt et arriver au bureau plus tôt ou sur votre lieu de travail, mais prendre le temps de le manger, pas vous mettre à lire vos mails pendant que vous mangez votre petit déjeuner. Non, vous vous posez et vous n'allumez l'ordinateur que quand le petit déjeuner est fini. Simplement, vous avez déplacé l'heure du repas parce que vous n'avez pas tellement faim le matin. Certaines personnes n'ont vraiment de l'appétit que vers, qu'est-ce que je dirais, parfois on me dit 10h, 10h30, ben c'est l'occasion de prendre une pause à son travail, mais aussi prendre une pause où on prend vraiment sa pause. Donc, si on a un patron très strict, eh bien, on arrive simplement un quart d'heure plus tôt pour pouvoir prendre une pause un quart d'heure dans la matinée pour prendre son petit déjeuner. Mais à ce moment-là, on met un fond de musique dans l'ordinateur, mais on ne regarde pas son ordinateur et on mange tranquillement. Mais donc, normalement, on compte entre 2 repas toutes les 4 heures. C'est pour ça que je dis que si on mange à 12h30 ou 13h, ben, plus 4 heures, ça nous fait 16h30, 17h, et que c'est important de prendre du coup une collation à ce moment-là pour ne pas attendre et tirer jusqu'à 7h du soir et d'avoir vraiment faim quand on rentre chez soi et quand on fait le repas du soir. Donc voilà, moi, du fait de travailler à la maison, j'ai la flexibilité de prendre mes repas entre des consultations et d'organiser mes journées. Et donc, j'aime bien effectivement manger à 10h et puis remanger vers 14h-15h. Ça me réussit bien, mais je peux me recaler sur 3 repas par jour aussi, quand je dois me lever plus tôt. Voilà, si, je voudrais pas escamoter le nom, Ruki peut me dire si j'ai bien répondu à la question? Je regarde s'il y en a d'autres. Alors, Fleur, comment faire si les autres membres de la famille ne veulent pas manger la même chose? Alors ça, c'est une excellente question. Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'ai prévu des vidéos vraiment où on me filme en cuisine. Donc, il y a des gros plans et tout. Et j'invite tous les participants de mes forfaits de regarder ces vidéos en famille, pour que tout le monde entende mon discours, entende le pourquoi je recommande ça, et puisse du coup soutenir la personne qui fait une démarche alimentaire, hein, parce que parfois c'est effectivement qu'une seule personne de la famille qui a envie de s'alimenter correctement, de garder un poids idéal ou de retrouver un poids idéal, alors que les autres ne sont pas préoccupés par cette question-là. Mais s'ils comprennent le pourquoi du comment, souvent, ils vont quand même soutenir alors la personne qui fait la démarche et ils vont non seulement la soutenir, mais parfois quand même s'ouvrir finalement. Et donc, dans un premier temps, parfois, il faut faire deux repas différents. Mais par exemple, pour le petit déjeuner, habituer le reste de la famille et parfois, je dis qu'il faut quand même être un petit peu ferme en disant non, le sucre, ça vraiment, il va falloir vous déshabituer. Il faut commencer par des protéines, un petit peu de sucre, mais le bol de céréales le matin, c'est sûr qu'à 10h, vous faites une hypoglycémie et vous avez envie de remanger. Et c'est ce qui se passe dans les écoles. À 10h, ils reçoivent une collation sucrée. Dans certaines écoles, ils reçoivent encore des petits jus de fruits ou des petits pots de sésémel bien sucrés. Mais à ce moment-là, ils ont faim s'ils ont mangé un pain au chocolat le matin ou un bol de céréales sucrées. Donc, mais pour revenir à la question de Fleur,
je pense que sensibiliser les membres de la famille et surtout leur partager combien ça vous ferait plaisir. Il faut passer par l'émotionnel pour intégrer du changement et dire, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous goûtiez ceci, ça me ferait vraiment plaisir que… Et quand ils font l'effort de goûter, comme par exemple ce que j'ai raconté tout à l'heure, une petite préparation avec les algues, ben, étonnamment, même la fille de cette amie qui n'aimait pas du tout les algues a mangé en disant, bon voilà, ça, elle n'a pas dit qu'elle aimait, mais ça, en tout cas, ça ne l'a pas dérangé. Donc, il faut vraiment partager combien émotionnellement ça vous ferait plaisir que certains essayent. Et alors, en tant que parent, alors là, moi, je suis assez ferme avec mes enfants, c'est, je dis toujours, je suis votre maman et mon rôle, c'est vous faire du bien. Et je dois aussi vous faire du bien au niveau alimentaire. Donc, il y a certaines choses que je ne vais pas tolérer dans la maison. Quand vous êtes à l'extérieur, ben, je ne suis pas là. Voilà, vous êtes chez des amis et vous profitez de tout ce qu'on vous propose. Mais ici, à la maison, je n'achète que des aliments de qualité et je n'autorise pas le sucre le matin. Mais mes enfants sont complètement habitués maintenant, au point que je dirais même, si parfois je dois quitter la maison très tôt, je leur propose, si vous voulez que je passe acheter des croissants autour, pas d'enthousiasme, pas de réaction. Et pendant des années, ils m'ont demandé des desserts et je servais dans des petits pots, vraiment petits, pour qu'ils n'en prennent pas trop. Et puis maintenant, ils ne me demandent plus jamais un dessert. Si on fait un petit plaisir sucré, ce sera au goûter et j'essaie soit de faire des gâteaux et en réduisant la quantité de sucre, soit on se fait des bons yaourts, effectivement, avec plein de choses dedans. Fleur, dis-moi si j'ai répondu à ta question, si ça t'a aidé. Alors, Pascal, oui, merci. Et quel est le meilleur moment pour manger les fruits? Est-ce que c'est 10 heures comme collation? Est-ce que cela convient? Ah, excellente question, Pascal. Merci beaucoup. Effectivement, je ne conseille pas les fruits avant 16 heures. Alors, si on a vraiment besoin d'une collation, parce qu'on se lève à 5 heures du matin et qu'on a besoin de manger à 10 heures, ok, les fruits avec des noix, des noisettes, des amandes, pourquoi pas, et j'insiste sur les noix, les noisettes qui accompagnent, parce que sinon le fruit, c'est un sucre rapide, il va passer rapidement dans le sang et vous aurez vite faim ensuite. On dit toujours qu'après une pomme, ça ne nous cale pas vraiment. Hein. Mais donc, les fruits, comme c'est des sucres rapides, je vais les conseiller plutôt à 16-17 heures, soit juste tout seul avec des noix, des noisettes, soit dans un yaourt si on veut quelque chose de plus copieux. C'est ce que je conseille souvent d'ailleurs dans un yaourt avec plein de choses dedans. Quand par exemple on a un cours du soir qui commence à 19 h, eh bien à 18 h on va manger ça et on essaye de ne plus manger après ou bien vraiment juste une petite soupe. L'idée qu'on a encore faim le soir, c'est vraiment une idée qu'on a dans notre tête. Mais moi, ça fait longtemps que je fais des jeûnes de 16 heures comme ça et je les fais plutôt le soir. Et donc je prends un goûter vers 16 h, 17 h et je ne mange plus jusqu'au lendemain, 10 h du matin et ça se passe très bien. Et même si parfois j'ai un petit creux dans ma tête, en tout cas dans ma tête m'informe que j'ai un petit creux vers 22 h, je me dis mais mon corps a tout ce qu'il lui faut, j'ai jeûné donc je sais que je peux jeûner une semaine, donc c'est pas parce que je jeûne 16 heures que mon corps va être en difficulté, au contraire, je m'endors bien, je ne me réveille pas la nuit en ayant faim, donc là il faut vraiment pas s'inquiéter, on peut jeûner le soir. Alors évidemment, dans beaucoup de familles, c'est le repas principal, donc c'est un peu difficile. Mais moi, je fais à manger. Maintenant, je suis même habituée à faire à manger pour mes enfants. Et ils peuvent être autour de moi et j'arrive à ne pas manger le soir. Et ne croyez pas que je suis juste incroyable. C'est vraiment des habitudes qui sont mises en place et des plaisirs parce que je sais que je me sens tellement bien quand je le fais et que je dors tellement bien. Voilà, si Pascal peut dire si j'ai bien répondu à la question. Je vois la question suivante. Dans ce cas, on peut souper après 19 h. Ben, il faut essayer, donc si on a pris un goûter vers 16-17 h, vous avez une idée, il n'y a pas 4 heures avant le repas suivant. Mais si je conseille toujours de manger vers 19 h et au plus tard 19 h 30, c'est parce que
notre système digestif, il se met au repos et c'est plus l'heure pour lui de digérer et qu'on doit essayer d'aller dormir minimum d'espacer entre le moment où on termine son repas et le moment où on va se coucher, il faut minimum 2 heures. Donc, minimum, hein. Si on a 3 heures, c'est encore mieux. Donc, est-ce qu'on peut souper après 19 heures? Je ne vais pas conseiller de le faire. Voilà, si on peut me dire si c'est clair mes réponses. N'hésitez pas à me dire chaque fois si vous avez une autre sous-question. Alors, est-ce bon de boire un verre d'eau? Ah oui, non, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Je vois Fleur dit super, merci. La faim le soir peut empêcher... Alors, la faim le soir peut s'empêcher de s'endormir et d'interrompre le sommeil de la nuit. Je viens d'expliquer, hein, effectivement, c'est beaucoup dans notre tête, en fait, c'est beaucoup de peur. On a peur d'avoir faim, on se dit qu'on a faim, on se dit qu'on n'a pas mangé, mais moi j'en ai fait l'expérience et ça ne me réveille pas et je peux m'endormir en me disant simplement et en me rassurant moi-même, en me disant que mon corps il a tout ce qu'il faut comme réserve et il peut tranquillement s'endormir et se mettre au repos. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment dans notre tête. Par contre, on peut faire des hypoglycémies si on a l'habitude de manger du sucre, alors on peut se sentir mal le soir parce qu'on a mangé trop de sucre et qu'une heure et demie après tout ce sucre, on se retrouve en hypoglycémie. Dans ce moment-là, on n'est pas dans la même configuration, hein, mais si on a mangé un bon goûter, on essaye de quand même dîner vers 19h, 19h30 au plus tard. Ok, j'ai une réponse grâce à une autre question. Parfait. Connaissez-vous... Stop aux excès de café, ça j'ai déjà dit. Super, merci. J'ai une réponse. Connaissez-vous une alternative au yaourt? J'ai une intolérance au lactose et le yaourt me manque beaucoup. Merci. L'alternative, ça va être le yaourt de soya, si vous le supportez bien. Moi, je le digère très bien, donc on est plus souvent au yaourt de soya dans la famille qu'au yaourt de vache. Et sinon, c'est les fameuses petites graines de chia qu'on fait tremper dans un lait d'amande ou dans un lait de noisette. Plus vous mettrez de graines dedans, plus vous aurez une pâte vraiment épaisse. Mais si vous voulez plus l'effet du yaourt, vous mettez beaucoup de liquide et peu de graines. Et alors, vous aurez quelque chose de plus ou moins gélatineux qui peut se rapprocher d'un yaourt et dans lequel on peut mélanger des fruits. Mais effectivement, le yaourt de soya, sinon, est une option. Et moi, je n'aime pas le yaourt de soya nature, hein, mais si je mets 2 gouttes d'extrait de vanille dedans, je mets des fruits dedans, des oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, graines de tournesol, graines de potiron, pignons de pain, et tout ça, je trouve ça délicieux. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, quel genre de petit déjeuner conseillez-vous? Pas de fruits le matin, non. Donc, comme je disais tout à l'heure pour la question des fruits à 10 heures, mais donc pas de fruits le matin non plus. Je suis désolée de décevoir certains qui pensaient peut-être bien faire. Non, le fruit est un sucre rapide, donc on le réserve pour 16h, 17h. Mais alors, du coup, les petits déjeuners, ce seront des petits déjeuners protéinés. Et ce seront donc des œufs à la coque. Attention, le jaune doit rester liquide parce qu'il est riche en bonne graisse si les poules ont couru dans la nature. On va prendre une petite mousse de lentilles qu'on aura fait soi-même, des petites lentilles qu'on mixe avec un petit reste de légumes, une petite mousse de pois chiches ou avec des haricots secs. Moi, je les fais toujours germer avant. Et puis, je fais des petites préparations. On peut les acheter toutes faites en magasin bio. On peut les mixer avec un peu de tofu aussi. Donc, tout ça, ça fonctionne bien. On met ça sur son pain. On peut prendre un peu de fromage de chèvre, on peut prendre du comté, on peut prendre un peu de parmesan. Ça dépend un petit peu de vos goûts. Il faut alterner en tout cas et ne pas manger tous les jours la même chose.
et ne pas manger tous les jours du fromage, parce que la facilité dans nos habitudes de petit déjeuner, ben si je ne mange pas sucré, à ce moment-là, je mange du fromage. Non, hein. Ça peut être un reste de boulette qu'on coupe en tranches et qu'on met sur son pain, et ça peut être un reste du repas du soir. Hein. Donc, moi, j'ai un fils d'origine indienne qui a eu l'habitude de manger des repas au petit déjeuner quand il était en Inde, et il adore manger, il mange son bol de riz, il réchauffe son bol de riz, il préfère nettement ça avec un reste de légumes de la veille, et j'essaye toujours de prévoir des restes pour lui pour qu'il puisse manger ça au petit déjeuner. Voilà Myriam, si j'ai bien répondu à la question. Je ne peux pas prendre de soya car j'ai eu un cancer du sein. Ah oui, alors ça c'est Françoise, effectivement. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur cette règle-là. Hein. Certains disent que effectivement le soja n'est pas recommandé quand on a eu un cancer hormonodépendant. Mais d'autres personnes disent que le soja, ça ne change rien, qu'on mange ça en Asie, cancer ou pas cancer, tout au long de sa vie. Donc voilà, moi je vous conseille de suivre les recommandations qu'on vous a données, parce que je ne veux pas aller à l'encontre de ce que les médecins disent, et donc j'irai vers les graines de chia pour avoir un petit truc, ou alors des compotes de fruits, ou alors des fruits qu'on a mis simplement à la vapeur, qui vont se décomposer un petit peu et ça donne on peut les écraser soi-même et rajouter des petites noix et tout ça dedans. Et alors, je voulais dire aussi l'intolérance, si c'est vous qui avez une intolérance, les intolérances, elles passent. Donc, il faut se priver pendant un temps des produits laitiers. Mais moi, j'étais intolérante quand j'ai fait le test et que je me suis mise à consulter. J'avais 39 intolérances sur 40 aliments qu'on avait testés. Donc, en fait, mon corps dysfonctionnait complètement et je réagissais pratiquement à tout. Maintenant, je remange de tout et je ne tiens plus compte de mes intolérances passées. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, les intolérances ne sont pas à vie. Alors, conseillez-vous le skir? Eh bien, je ne connais pas le skir. Donc, je vais aller m'empresser de voir ce que c'est après. Et si vous voulez m'envoyer un petit mail, j'irai voir ce que c'est la composition pour pouvoir vous répondre. Et n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit mail à ce sujet. Alors, aussi purée d'amandes ou de sésame, thym au petit déjeuner. Alors, les purées d'amandes et de sésame, normalement, ne sont pas sucrées, mais attention, de nouveau, regardez bien les étiquettes. J'ai remarqué que dans la gamme Hervé, qui est une marque où elles sont très très bonnes, il y a une gamme avec du sucre ajouté et une gamme sans sucre ajouté. Donc, juste vérifier. S'il n'y a pas de sucre ajouté, ben c'est très bien, on peut mettre de la crème d'amande sur son pain, mais seulement ça ne suffira pas au niveau protéines. Donc moi je mets beaucoup de crème de sésame sur mon pain le matin, mais je rajoute d'autres sources de protéines, et moi j'aime bien aussi, j'ai pas cité pour le petit déjeuner, des caviar d'algues, hein. Moi j'aime bien ça, et mes enfants ils adorent les petits poissons gras que j'ai fait mariner la nuit. Donc du saumon, du maquereau, des poissons. Je mets un peu de poisson blanc aussi mélangé. Je fais mariner ça dans le citron et ils adorent ça au petit déjeuner. Mais bon, j'ai conscience que ça, c'est une étape ultérieure. Quel pain conseillez-vous et est-ce qu'on peut le griller? Quelle garniture? Donc les garnitures, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc dites-moi si c'est OK ou si je dois encore donner d'autres exemples. Alors quel pain je conseille? Mais la règle d'or, c'est qu'il doit être au levain. Le levain est un processus lent de maturation de la farine, et donc le pain va monter lentement et va débarrasser les céréales des phytates. Les phytates, ce sont des voleurs de minéraux. Ça empêche de fixer les minéraux dans le corps. Donc un pain au levain, c'est vraiment la tradition à l'ancienne, c'est vraiment idéal. Et alors, vous pouvez choisir la céréale, hein, ça peut être de l'épeautre, quand on est plus sensible au gluten, on va plutôt prendre de l'épeautre que du blé. Si c'est des blés anciens, pourquoi pas. Et puis alors du pain de seigle, moi j'adore le seigle, ça donne un bon goût. Donc
Voilà, moi je dirais entre ces 3 céréales-là. Et alors le grillé, c'est une excellente question. Le grillé, ça va faire la même chose que la torréfaction de la fève de cacao d'ailleurs. Je conseille toujours du chocolat cru parce que le chocolat, la fève de cacao, elle a été grillée, même torréfiée, que le grain de café aussi. Et le pain grillé, moi j'ai un grille-pain à la maison parce que souvent je sors le pain du surgélateur et donc je le mets au grille-pain, mais juste sur un pour dégeler mon pain. Et je peux l'avoir un petit peu chaud du moment que je n'ai pas le roussi. Une fois que ça commence à roussir, on est dans la réaction de Maillard. Maillard étant le chercheur qui a découvert cette réaction et la toxicité de cette réaction. Et donc, on évite tous les systèmes de biscottes comme ça qui sont toutes dorées aussi. Merci. Le skyr est un yaourt très enrichi en protéines pour diminuer l'apport en glucides. Alors, je vais aller voir comment on a enrichi en protéines, parce que moi, je me méfie toujours des choses qui sont enrichies, parce que ça veut dire que ce n'est pas le processus normal de... le yaourt, sans fabrication, ça chauffe, et puis pendant tout un temps, ça va simplement... le lait va se transformer en yaourt. Et donc, si on a enrichi en protéines, d'où viennent ces protéines? Donc, je vais aller voir sur Internet d'où viennent les protéines qui vont enrichir. Mais en tout cas, sachez une chose, une règle, c'est que quand on enrichit avec quelque chose, vous lisez un emballage enrichi en vitamine C, enrichi en oméga 3 ou en oméga 6, c'est très bien, mais quand c'est non bio, ça va être des molécules de synthèse qui ne vont pas être facilement reconnues par l'organisme, qui risquent d'être traitées comme un déchet. Et quand c'est en bio, tout ce qui est mis en enrichi doit être d'origine naturelle. Ça doit être extrait directement, par exemple, de la sorella, ça doit être extrait directement de la plante et pas du fruit et pas de synthèse. Donc ça, c'est une bonne information à connaître. Alors, les fruits secs, noix, noisettes, amandes sont autorisés au petit déjeuner. Oui. C'est comme ça, on peut manger la pâte d'amande, la pâte de noisette, et on peut manger les fruits secs au petit déjeuner. Tout à fait, il n'y a pas d'apport de glucides là-dedans, c'est surtout des apports de graisse, des oméga 6 surtout et des oméga 3 qui sont très intéressants pour notre organisme. Alors, je vois que Cécile précise, le skyr est complètement naturel, pauvre en matière grasse, plus ou moins 0,5% en sucre. Il contient 2,5 fois plus de protéines qu'un yaourt classique, soit 12% au lieu de 3% de glucides. On y trouve aussi le calcium et les vitamines présents dans les autres types de yaourts. Eh bien, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir comment c'est fabriqué, en fait. Je suis ravie de découvrir ça. Merci beaucoup, Cécile. Si c'est fabriqué de façon complètement naturelle, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas, oui, si c'est plus enrichi, il faudra en manger moins pour avoir votre apport de protéines le matin. Voilà, je ne vois plus d'autres questions. Ah si, elle vient d'Islande au départ. Donc, voilà. Le skier vient d'Islande. Voilà, je ne vois plus d'autres questions. J'attends encore une petite minute pour voir s'il y a encore des questions. Je vais arrêter le... Ah, j'aurais pu vous répondre et vous voir en plein écran. Je n'ai pas réalisé ça, ce sera pour le prochain webinaire. Eh bien voilà, je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Vous allez recevoir un petit sondage. Ça me ferait vraiment plaisir que vous y répondiez parce que c'est toujours très intéressant pour moi de savoir qui a apprécié, quelles ont été éventuellement. N'hésitez pas de laisser votre adresse mail pour que je puisse vous répondre par écrit s'il y avait des questions ou quelque chose qui n'a pas été traité dans cette conférence.
Et je vous souhaite un bon chemin à tous et plein de bonnes choses. Voilà, je vous dis au revoir.